à tous et bienvenue dans notre podcast L'APO Micro, le podcast de l'Association parisienne des étudiants en orthophonie. Alors, à travers ce podcast, vous allez pouvoir en apprendre davantage sur cette profession essentielle, ainsi que sur ses différents domaines et axes de prise en charge. Vous allez également découvrir les différentes méthodes de rééducation, ainsi que le matériel associé. Et enfin, vous pourrez aussi poser toutes vos questions sur notre compte Instagram APO Paris. Alors aujourd'hui, c'est notre tout premier épisode et pour celui-ci, nous allons aborder un sujet crucial et souvent méconnu de l'orthophonie, donc les troubles alimentaires pédiatriques, autrement dit les TAP. Donc nous allons voir ce que sont les TAP, comment on peut les détecter, quel est le rôle de l'orthophoniste et surtout, quelles sont les solutions qui existent pour aider les enfants et leurs familles. Pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Guénaëlle Sauzet, qui est spécialiste de ces troubles. Donc bonjour Madame Sauzet. Alors, avant de commencer cet épisode, on aimerait en savoir un peu plus sur vous. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler un peu de votre parcours ? Bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir. Moi je suis orthophoniste depuis 2011 et c'est une reconversion, je ne suis pas toute jeune. Je travaille aujourd'hui en mixte, donc je suis en libéral dans le 19e et je travaille aussi à l'hôpital Robert Debré dans différents services, en ORL, en mucoviscidose depuis peu de temps et en service de gastropédiatrie où j'ai la chance de participer à une consultation justement au cours de laquelle on reçoit des enfants qui ont des troubles alimentaires avec une collègue psychologue, Madame Leblanc, et une psychomotricienne, Madame Casanova. Voilà, et je suis ravie d'être là. Merci beaucoup. Donc on va pouvoir commencer. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que sont les TAP et qu'entend-on finalement par troubles alimentaires pédiatriques ? Oui, c'est vrai que c'est une bonne question. Alors pendant longtemps en France et en Belgique, on parlait de dysoralité, troubles d'oralité, alimentaire ou verbale. Et depuis 2019, il y a un article assez consensuel écrit par Godet, mais qui est en fait un recueil d'experts autour de la question. La traduction en français, du coup, sont troubles alimentaires pédiatriques. Donc on essaye maintenant d'utiliser ce terme, même s'il y a beaucoup de troubles d'oralité qui ressort. Et cet article, il est super intéressant à plein de points de vue. Alors d'abord, il définit, donc la définition précise, c'est altération de l'ingestion d'aliments oral, non adapté à l'âge. Mais bon, c'est assez vaste, ça veut dire plein de choses, on va détailler un petit peu. Ce qui est super intéressant dans cet article, c'est que il y a un aspect très fonctionnel avec 4 domaines qui sont plus ou moins liés selon les enfants, selon les patients, à ces troubles. Le premier domaine qui est le domaine, ils appellent ça médical, finalement toutes les pathologies qui peuvent être liées, qui sont plus ou moins pourvoyeuses de troubles alimentaires. Alors dedans, il y a des pathologies génétiques ou pas. Il y a par exemple la prématurité qui peut être considérée comme un déficit médical, on peut dire. Tout ce qui est allergie, RGO, tout ce qui va être dans les syndromes génétiques, la trisomie 21, la mucoviscidose justement. On va retrouver le syndrome de Noonan, de Prader-Willi, qui peuvent d'ailleurs toucher l'orthophonie à d'autres titres. La phénylcétonurie, enfin voilà, plein de maladies, de pathologies organiques qui peuvent donner des troubles alimentaires. Le deuxième domaine, ils appellent ça nutritionnel. Ça va concerner tous ces patients qui sont dénutris ou malnutris, qui ont des carences, avec bien sûr parfois le recours à la nutrition entérale ou parentérale. Le troisième domaine qui nous concerne vraiment de plus près, ils appellent ça feeding skills, les compétences alimentaire, on va dire. Donc pour nous, ça va être tout ce qui est oromoteur, mais aussi tout ce qui va recouper finalement les fonctions oromyofaciales. Pour moi, on ne peut pas faire un bon bilan de troubles alimentaires sans explorer les fonctions oromyofaciales de l'enfant. D'ailleurs, ça fait souvent partie des troubles, des diagnostics différentiels. Et dans ce domaine, on va pouvoir aussi, tout ce qui est sensorialité finalement est très lié. Le moteur et le sensoriel sont toujours très liés. Et le quatrième domaine, qu'ils appellent le psychosocial, c'est tout ce qui est comportement, difficulté, comportement, problème à table, qui sont souvent liés, qui peuvent malheureusement souvent se mettre en place, mais comme beaucoup
de troubles pris en charge par les orthophonistes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dans la définition ? Non, je trouve que c'est... Alors donc cet article, il ne concerne que les enfants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'adultes qui sont touchés, évidemment. Je trouve que de plus en plus, on a des demandes en cabinet pour des adultes. La prévalence, elle n'est pas évidente à estimer. Il y a un article là, de 2021 qui parle de 2,5 à presque 5% des enfants, tout venant de moins de 5 ans. Mais ce qu'on sait, c'est que dès qu'il y a une pathologie, un TND ou voilà, des pathologies un peu plus chroniques, ça va être beaucoup plus important. Il y a des articles qui évoquent même 80%. Et on sait aussi, comme beaucoup de troubles qu'on a à prendre en charge, que plus on va les traiter tôt, moins le problème va se pérenniser. Et je trouve que de plus en plus, on a des demandes qui relèveraient davantage de la prévention. Mais finalement, moi, je ne suis pas choquée par ça. Recevoir une famille, prendre 1h30 pour aider un patient qui a 18 mois, 2 ans, qui a du mal à passer au morceau, je dis n'importe quoi, ça peut être très intéressant plutôt que de laisser le trouble s'installer et à 5 ans de se retrouver devant un problème qui risque malheureusement de se pérenniser. Voilà pour la définition, c'est un peu vaste. Oui, c'est pas évident parfois de distinguer le trouble du développement normal. C'est important, comme dans tout ce qu'on a à traiter, de bien connaître le développement normal de l'alimentation de l'enfant, évidemment. Et voilà. Merci beaucoup. Maintenant, on aimerait savoir quelles sont finalement les causes principales et est-ce que c'est plus lié à des facteurs physiques, physiologiques, comportementaux Je trouve que tout se mêle. Alors, il y a des enfants... oui, c'est vrai qu'un enfant qui a une trisomie 21, il a une hypotonie qui, de fait, va rendre difficile son passage au morceau ou même parfois sa succion quand il est bébé. Voilà, donc il peut y avoir des causes physiques ou physiologiques qui sont un peu... par exemple, dans une atrésie de l'œsophage, ça peut être compliqué de déglutir correctement, de passer à des morceaux plus gros, etc. Donc, il y a des causes physiques ou, oui, physiologiques qui peuvent être un peu évidentes. Parfois, il peut y avoir, sans qu'on puisse vraiment parler de troubles, de décalage ou de fragilité physique, de mastication un peu... paresseuse, on va dire. Pour différentes raisons environnementales ou justement un peu physiologiques. Mais pour moi, souvent se mêlent des aspects comportementaux et psychosociaux, ils appellent ça dans l'article de Godet. Et les deux sont à prendre en compte, évidemment. Et dans notre bilan, ça va être hyper important. Alors déjà, je dirais d'être à l'écoute des familles parce que nous, ce qui est compliqué dans l'alimentation, c'est que chaque orthophoniste a ses croyances par rapport à l'alimentation et c'est pas évident quand on reçoit une famille de mettre de côté ses croyances pour recevoir les leurs et par exemple ne pas partir sur un objectif qui ne nous paraîtrait pas évident mais qui pour eux sont le plus important. Oui, c'est pas toujours évident. Et donc comment on peut repérer un trouble alimentaire chez un enfant ? Quels sont les signes que les parents peuvent repérer ? Alors, il y a des plaintes qui sont assez diverses, sachant qu'il y a beaucoup de parents, je trouve, qui vont, avant de nous téléphoner, passer du temps sur les réseaux et employer des termes qui nous font peur. Il s'étouffe, il fait des fausses routes, il a cassé sa courbe de poids. Ça, on se dit, il y a une urgence. Après, parfois, quand on les reçoit, ça peut être une réalité, bien sûr, mais parfois, quand on les reçoit, on est un peu étonné. Il mange pas de morceaux, en fait, c'est qu'il veut pas manger de haricots verts. J'exagère un petit peu, mais pas toujours. Donc les signes du bébé à l'enfant plus grand. Chez le bébé, ça va être l'allaitement se passe pas bien, il n'arrive pas à prendre du poids, il n'arrive pas à prendre mon sein, il boit pas ses biberons. Plus grand, ça va être il refuse la cuillère, il n'arrive pas à passer au morceau. Ça peut être aussi des plaintes plus... comportementale, il jette tout à table, les repas durent 3 heures, il mange rien à la cantine, donc ça peut être il s'est étouffé depuis il mange plus, ça peut être aussi, alors c'est très compliqué pour des parents de différencier la fausse route ou le trouble de déglutition du réflexe nauséeux par exemple, donc ils vont facilement dire il s'étouffe ou il se fait vomir. Alors que, ça va être notre travail que de faire cette différence et de leur expliquer. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme plainte ou comme symptômes ? Après, je trouve ce qui va nous alerter principalement, c'est la perte de poids, la cassure de la courbe de poids ou même celle de la taille. Et puis l'inquiétude des parents, tout simplement. Voilà, ouais. Et donc pour que nos auditeurs comprennent bien,
comment différencier un simple problème alimentaire, comme vous venez de le dire, il ne veut pas manger d'haricots verts, ou alors que finalement c'est juste parce qu'il n'aime pas les haricots verts, et un trouble plus grave nécessitant une prise en charge? Eh ben, c'est pas évident. En fait, c'est beaucoup de temps qu'on va passer, alors soit au téléphone avant de recevoir la famille, soit quand on les reçoit pour vraiment débroussailler le problème du développement mental. Et justement, je trouve que c'est tout l'enjeu de notre bilan, que de bien réexpliquer aux parents et de bien connaître du coup le développement, on va dire, typique de l'alimentation de l'enfant. Le mouvement de langue comme ça, d'avant en arrière, quand le bébé commence à se diversifier, il est tout à fait normal. C'est pas du tout qu'il est en train de rejeter la carotte ou la courgette. Donc ça, c'est à nous de rassurer les parents là-dessus et de creuser. Donc c'est des anamnèses qui peuvent être assez longues, je trouve, par rapport à d'autres troubles pour lesquels on peut recevoir d'autres patients. Mais c'est hyper important de prendre le temps, de demander comment se passent les repas, de faire, on appelle ça un inventaire alimentaire, de voir exactement dans chaque famille d'aliments ce que l'enfant consomme exactement, et puis de demander des vidéos des repas, de demander aux parents de venir avec des aliments pour voir les enfants de nous-mêmes manger, parce qu'il peut y avoir à la fois des parents très rassurants, non mais ça va, il mâche bien, et en fait nous quand on les voit mâcher, il a 3 ans, il est encore bouche ouverte, il latéralise pas du tout sa langue, on sait qu'il peut y avoir une petite fragilité au moins, ou à l'inverse des parents, oh là là c'est la catastrophe, il n'arrive pas du tout à mâcher, et en fait il mâche très bien ses chips, ses gâteaux, ses bonbons, mais les légumes c'est plus compliqué, voilà. Donc non c'est une très bonne question, c'est pas toujours évident, et parfois on ne peut pas le faire au téléphone, mais comme il peut y avoir plein d'autres troubles comme ça pour lesquels on nous appelle, et en fait au téléphone on se fait une fausse idée, et quand on voit vraiment la famille, les parents et les enfants, on se rend compte que il peut y avoir un trouble ou non. Donc à nous, et parfois moi au bout d'1 heure, 1 heure et demie de bilan, je ne sais pas en fait, et je le dis aux parents, écoutez, on va se revoir, on va voir comment on avance, parce que là j'arrive pas à savoir si vraiment ça n'est que développemental et tout va rentrer dans l'ordre, ou si on a besoin de se voir un peu plus, parce que finalement vous avez raison, il y a des fragilités, un éventuel trouble, c'est pas toujours évident. C'est vrai que c'est pas facile. Donc maintenant qu'on en sait un peu plus sur l'étape, est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle, en quoi consiste exactement votre travail d'orthophoniste spécialisé dans ces troubles? Bon, alors spécialisé, c'est... on sent toujours un peu... Alors, moi, je trouve que notre premier rôle, c'est d'écouter. C'est vraiment d'accueillir la plainte de la famille. Et c'est ce que je vous disais... Je trouve que, parfois on reçoit des enfants, tout est un peu compliqué en fait. Ils sont un peu sélectifs, ils ont un peu du mal à mâcher. À table, les repas sont compliqués pour diverses raisons. Et nous, on se dirait, là, la priorité, ça va être de varier, d'apporter, je sais pas moi, plus de protéines par exemple. Et en fait, les parents, ils vont vous dire, non, nous, on voudrait que ça aille plus vite. Et on peut se le dire, d'expérience, quand on ne part pas sur la plainte du parent, ça ne fonctionnera pas. Donc, à nous de les écouter, de fixer ensemble les objectifs. C'est un vrai, maintenant on parle de partenariat parental. Je trouve que ça fait partie des pathologies pour lesquelles c'est hyper important de travailler avec eux. Moi, je fais toutes mes séances avec les parents, parce que évidemment, le repas, ça revient 3-4 fois, parfois même plus par jour pour un bébé. Si c'est pas le parent qui peut à la maison faire avancer les choses, moi je vais garder chaque patient 10 ans, c'est pas possible. Mais bon, chacun travaille différemment, il peut y avoir des façons de faire aussi où le parent est dans la salle d'attente, pourquoi pas. Mais je trouve que notre rôle, c'est vraiment d'écouter, de voir avec les parents ce qui leur paraît le plus problématique, ce qui va être prioritaire, et ensuite d'avancer avec eux. Et nous, comme dans toutes nos prises en charge, je trouve, on a un rôle à la fois technique. Donc on a plein d'outils qu'on va pouvoir utiliser pour aider les enfants à mieux téter, à mieux mâcher, à mieux déglutir, à mieux se tenir à table, etc. Et un outil très relationnel, j'allais dire, presque psychologique, qui va être de guider les parents, de les accompagner. Parfois, on se sent vraiment coach, quoi. On est vraiment, il y a plein de choses, c'est du bon sens. Mais, et je trouve que c'est de plus en plus vrai, il y a plein de parents qui sont perdus, parce que c'est leur enfant, parce qu'ils entendent plein d'injonctions un peu différentes, parce qu'il y a plein de discours un peu contradictoires sur je mets des limites, mais aussi j'écoute mon enfant, je négocie, mais aussi je dois stimuler, enfin bref. Et donc à nous de remettre un peu de bon sens et de cadre parfois dans tout ça. Mais encore une fois, on peut être perdu aussi, mais c'est ce qui est bon.
super dans l'orthophonie, hein, comme voilà, c'est un travail très humain. Donc on peut douter, on peut prendre un chemin et se tromper, on peut revenir. Voilà, parfois le chemin n'est pas rectiligne, mais c'est ça qui est riche aussi. Bah merci. Et on sait que pour commencer une prise en charge, on fait toujours un bilan. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment ça se passe un bilan dans le cadre de troubles alimentaires? Parce que c'est vrai qu'on a plus l'habitude de voir des bilans en fonction de troubles de langage écrit, langage oral, mais finalement on n'arrive pas vraiment à se rendre compte comment vous pouvez évaluer ou vous rendre compte tout de suite avec un bilan si le problème est un simple trouble alimentaire, un simple refus de légumes ou de protéines, ou un vrai TAP. Donc comment ça se passe? Oui. Alors l'anamnèse, elle ressemble un peu à ce qu'on peut faire en langage oral, en langage écrit. Donc on refait un peu voilà la vie de l'enfant, de la grossesse jusqu'à maintenant, avec bien sûr un point particulier sur... donc il y a quand même des antécédents familiaux qui peuvent jouer. Donc on demande toujours aux parents comment ça s'est passé pour eux dans leur enfance. L'alimentation, sachant que tout n'est pas lié. C'est pas parce que le papa a eu du mal à manger des courgettes que l'enfant a du mal à manger des courgettes, pas du tout. Mais il peut y avoir des indices qui nous sont donnés sur la façon dont les repas sont aussi présentés aux enfants, sur les stress parentaux qui peuvent être mine de rien véhiculés à ce moment-là. Et après, l'anamnèse, elle va être beaucoup plus poussée dès la mise au sein ou le premier biberon proposé au bébé à sa naissance. Et puis, sur les étapes clés qui vont être la diversification, le passage au morceau, sachant que il y a tout un pan médical et moi, je trouve oromyofonctionnel qui est hyper important à creuser. L'enfant qui a des grosses amygdales, qui respire que par la bouche, c'est pas forcément un TAP qu'il a. Il a du mal à mâcher parce que sa position de langue au repos, elle est pas bonne et c'est probablement ça dont il va falloir qu'on s'occupe en premier avant de s'inquiéter de savoir si, il déglutit bien, il mâche bien ou... parfois on peut mener les deux en parallèle. Mais voilà, il y a tous ces aspects qui sont importants à creuser pendant l'anamnèse. Et après, il faut qu'on voit les enfants mâcher. Alors, moi, je demande systématiquement que les parents apportent un aliment qu'ils aiment bien mâcher. Parfois, il n'y en a pas, parce que justement, il est que au lit. Donc, moi, dans mon bureau, j'ai des chips, on appelle ça du croustillant fondant, des petits chips, des petits gâteaux pour bébé qui sont plutôt sympas. Mais évidemment, j'essuie des refus. Parfois, ils ne veulent pas. Donc, je propose aux parents d'apporter des vidéos de comment ça se passe à la maison pour que je puisse me rendre compte. Parfois, c'est des vidéos, c'est très drôle, ils nous montrent leur cuisine, mais moi, je vois pas la bouche de l'enfant. Enfin, bon, donc, j'essaye d'être la plus précise possible quand je demande mes vidéos. Et puis, il y a tout un... Alors, on peut ou non avoir le temps de le faire le jour J. C'est pour ça que parfois, on ne peut pas répondre à la question est-ce que c'est un trouble ou pas le jour du bilan. Et c'est pas grave. Moi, avant, ça me mettait la pression. Et puis, mais non, on peut très bien se dire on se revoit la semaine prochaine ou quand on peut. Et à ce moment-là, on avance ensemble et on verra si vraiment c'est un vrai trouble ou pas. Donc oui, parce que ça peut prendre beaucoup de temps de décortiquer comment se passe chaque repas, sachant qu'il y a à la maison, à la crèche, à l'école, chez papy-mamie, avec la nounou. Enfin, voilà, tout ça c'est long. L'inventaire alimentaire parfois c'est très long. Il y a des parents qui prennent des heures à nous expliquer que oui, il mange la courgette, alors il l'a pas mangé petit, mais maintenant il la mange, mais que sous forme de purée ou que sous forme de bâtonnet ou en beignet ou pas en beignet. Enfin voilà, ça peut être très compliqué. Parfois c'est rapide, parfois on se fait une idée très précise assez rapidement. Mais moi je trouve que ça vaut le coup de prendre le temps de se rendre compte. Et puis parfois on a des surprises, des choses qui paraissent très normales aux parents finalement nous vont nous alerter ou inversement. Enfin voilà. Donc je pense à un petit patient qu'on a vu hier là, à la consultation à l'hôpital. En fait, on s'est rendu compte qu'il se faisait vomir tous les jours, le patient auquel je pense, et c'était pas du tout ressorti dans l'anamnèse parce que on n'avait pas pris ce temps de creuser ou que les parents n'avaient pas pensé à nous en parler. Évidemment, ça a des répercussions hyper importantes sur ces repas. Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de techniques utilisées de rééducation? Parce que, évidemment, après le bilan, si ça aboutit à une rééducation, si c'est nécessaire, qu'est-ce que vous faites, vous, en rééducation? Oui, alors j'ai oublié de vous dire que pendant le bilan, si jamais on ne peut pas voir l'enfant, on ne peut pas observer l'enfant mâcher, par exemple, ou manger, on peut utiliser déjà les petits outils, donc je pense aux outils TalkTools, par exemple, les Chewy-Tube, les blocs à mordre, etc., pour voir comment l'enfant se débrouille, même en dehors de l'aliment, pour croquer, éventuellement mâcher, mettre en place latéraliser sa langue. Voilà, ça c'est vraiment important qu'on puisse voir, ou même faire des mouvements
de bouche sur demande. Alors les outils, moi je trouve que comme toute prise en charge, c'est hyper intéressant d'avoir un maximum d'outils à notre disposition. Et après, on va en utiliser. Bon, on est chacune très différents. Moi, il y a des outils que j'utilisais beaucoup à un moment, que j'utilise moins aujourd'hui. Inversement, je pense que oui, il y a des façons de faire qui évoluent pour nous individuellement et même des espèces de modes, on va dire. Donc moi, je trouve que les outils TalkTools, ils sont intéressants. Ils ont toute une progression TalkTools sur la paille. Alors TalkTools, il y a des outils qui concernent vraiment l'alimentation. Il y a une formation aussi qui concerne spécifiquement les freins, dont on pourra parler. Les freins de langue, c'est un grand sujet. Et il y a des outils aussi qui concernent plus le langage oral. Voilà, donc c'est intéressant d'aller piocher dans tout ça, sachant que bon, je devrais peut-être pas le dire ici, mais on peut tout à fait se former TalkTools et après ne pas utiliser forcément les outils labellisés TalkTools. Il y a plein de sites sur lesquels on peut trouver des outils comme TalkTools et qui sont très très bien. Donc ça peut être ça. Il y a un autre outil, si on peut dire, que je trouve hyper intéressant. C'est une formation qui s'appelle SOS Feeding Approach. Alors on va dire que ça concernerait davantage soit des comportements problèmes, on va dire, au repas ou des difficultés sensorielles, mais de manière générale, je dirais des enfants qui ont des sélectivités plus ou moins importantes, avec un système un fonctionnement par marche d'escalier pour faire progresser l'enfant, qui je trouve est assez riche à utiliser en séance, et puis visuellement c'est assez intéressant avec le parent de mettre ça en place, avec des sortes de petits contrats, et là-dessus on a plein de collègues géniales qui sur des sites Instagram ou sur différents blogs et tout mettent à disposition, ou moyennant finance, mais vraiment pas cher, des super beaux tableaux avec des licornes, des pattes patrouilles et des compagnies que les enfants adorent. Et pour les enfants, bien sûr, tout ce qui est ludique et tout, ça compte. Donc des outils comme ça, très, proches de leur quotidien, c'est, je trouve très très riche à utiliser. Et après, comme on dit, outils, il y a des gestes qu'on peut utiliser pour aider le bébé à téter, pour mettre en place justement des gestes moteurs plus efficaces au moment de la mastication, pour le passage au morceau par exemple, pour déclencher des déglutitions. Ça, c'est des petits gestes qu'on peut voir peut-être rapidement en cours, en formation initiale, qu'il ne faut pas hésiter, moi je trouve, à faire en disant aux parents j'essaye, et puis si ça fonctionne c'est super, sachant que c'est souvent pas en une seule fois que ça va fonctionner, et si on se rend compte dans X temps que non, c'est pas ce geste-là qui aide l'enfant, c'est pas grave, on va en essayer d'autres. Et c'est aussi comme ça que nous on va se faire la main, et que finalement petit à petit on va devenir de plus en plus efficace peut-être à proposer des gestes adéquats. Comme outil technique, à quoi je pourrais penser d'autres, on en parlera peut-être après, des lectures, des sites, des choses comme ça, qui peuvent être, je trouve, très aidantes quand on commence, parce que on doute, comme dans toute prise en charge, ça fait partie de notre métier, on peut douter, et l'essentiel c'est d'aller chercher des infos, d'essayer des choses et d'y retourner, quoi. Vous nous avez parlé aussi de l'allaitement. Oui. Et en quoi consiste votre éducation et votre prise en charge dans le cadre de ces troubles ? Alors, l'allaitement, c'est c'est la première façon pour beaucoup de mamans de nourrir son enfant. Il y a plein de choses qui se jouent dans un allaitement. En fait, l'allaitement, c'est hyper affectif. C'est vraiment, c'est là que se construit pour les mamans qui décident d'allaiter leur rôle de maman, justement. Et toutes ces choses qui se jouent autour de l'allaitement, sachant que c'est compliqué, l'acte d'allaiter, et que je pense qu'on ne le dit pas suffisamment aux mamans et aux papas. Donc, il y a plein de difficultés qui peuvent se mettre en place autour de l'allaitement, sans que personne ne soit mis en cause, ni la maman, ni le bébé. Mais ça fait partie de notre rôle d'orthophoniste. Alors, il y a de plus en plus d'orthophonistes qui se spécialisent, qui sont vraiment très formés en allaitement. Il y a d'ailleurs, j'en profite pour le dire, parce que moi j'en ai profité, il y a 3 jours de formation gratuite qui sont proposés par le RSPP, un réseau de santé, donc il faut juste être inscrite, et c'est hyper intéressant. Après, il y a d'autres formations, il y a des orthophonistes maintenant qui sont consultantes en lactation IBCLC, certifiées IBCLC. Donc l'allaitement, il y a tout un... Alors, en première intention, c'est rare que les mamans viennent nous voir ou que les couples viennent nous voir. C'est plutôt justement les consultantes
Parfois, dans le cadre de questionnements sur le frein de langue, elles vont voir des ostéos, des chiros, des dentistes qui vont couper des freins. Et ça, enfin bon, prenons 5 minutes pour parler du frein parce que c'est vraiment un gros sujet. Vraiment méfiance. Il y a une grande mode en ce moment à la fréno ou à la frénectomie. Nous, je trouve que notre rôle d'orthophoniste est quand même d'évaluer ces freins, d'évaluer la fonction de la langue pour voir si le frein il est vraiment restrictif, si le terme approprié c'est ça. Restrictif, ça veut dire est-ce qu'il restreint la langue dans ses mouvements, et au moment de l'allaitement, ça va être bien sûr dans la succion. Donc, il faut se faire un peu l'œil et la main sur... Alors, l'œil, c'est je regarde comment la maman positionne son bébé, comment elle se positionne, est-ce que le bébé, il ouvre une grande bouche, est-ce qu'il met bien ses lèvres autour du mamelon, est-ce qu'on entend à l'oreille des jolis trains de succion, respiration, déglutition, est-ce que, il y a du lait qui coule au coin des commissures, que ressent la maman, est-ce qu'elle a mal, est-ce qu'elle a des douleurs, des crevasses. Là, il y a tout un rythme aussi qu'on va questionner, elle le met au sein tous les combien, enfin, il y a plein de choses à regarder, à observer. Et puis, une fois on peut aussi, bien sûr, mettre notre petit doigt dans la bouche de l'enfant pour évaluer sa succion. Imaginons que tout ça nous paraisse tout à fait correct, et qu'au repos, on observe que le bébé, il positionne bien sa langue, il respire par le nez, il a l'air d'être super en forme, il se développe bien, etc. On va se permettre de dire aux parents que couper le frein, c'est pas la priorité. Et que l'allaitement, dans les premiers mois, surtout le premier mois, il est difficile à mettre en place. Et probablement que c'est pas en coupant le frein qu'on va résoudre tous les problèmes. Mais c'est pas évident parce qu'à ce moment-là, les parents, ils sont épuisés, le bébé, il se réveille beaucoup, il a du mal à trouver son rythme, et parfois, ça peut être notre rôle aussi, enfin moi je le dis ouvertement aux parents, si c'était mon enfant, prenons un exemple, je n'irais pas couper son frein parce que je pense que c'est pas utile, mais si vous décidez de le faire, bien sûr, je suis là pour vous accompagner, il n'y a pas de souci. Et là, à nous de nous mettre en lien avec le dentiste, par exemple, qui va couper le frein. Donc à Paris, il y a 2 cliniques qui sévissent, on va dire, moyennant finance, qui proposent des massages. Bon, à nous de voir comment on peut faire, est-ce que ces massages sont vraiment utiles et efficaces, et à nous de voir comment accompagner les parents là-dessus aussi pour peut-être pas générer de troubles alimentaires en allant masser 6 fois par jour un enfant au moment de sa diversification. Pour moi, c'est pas la meilleure idée. Voilà. Merci. Et dans le cadre justement de ces prises en charge, vous nous avez parlé concernant le frein d'ostéopathe. Est-ce que ça vous arrive souvent de travailler en équipe avec d'autres professionnels ? Ouais, hyper souvent. Pour moi, c'est hyper important. Alors, on va dire que les enfants tout venant qu'on reçoit, pour lesquels finalement on ne sait pas au départ si ça va être plus de la prévention ou une vraie prise en charge de troubles, peut-être que je vais téléphoner au pédiatre s'il y a une vraie inquiétude sur le poids, mais sinon il n'y a pas forcément lieu d'orienter vers d'autres professionnels. Mais dès que il y a un trouble, oui, c'est pour moi hyper important de se mettre en lien avec le gastropédiatre. Alors c'est évidemment indispensable s'il y a une sonde, un bouton de gastrostomie ou autre, avec le gastropédiatre ou l'équipe de l'hôpital qui suit l'enfant. La diététicienne, ça je peux facilement orienter vers une diététicienne. Bon, j'en profite pour faire de la pub pour Laure Soulez-Larivière, qui est orthophoniste et diététicienne. C'est toujours hyper intéressant d'avoir l'avis d'une diététicienne. Quand des parents galèrent par exemple à sevrer, je trouve qu'on peut employer ce terme parfois, leur enfant du biberon, et passer à des produits laitiers plus solides, ça peut être hyper intéressant son apport pour aider les parents à compenser l'apport du lait de croissance versus le yaourt, le petit suisse, le bout de fromage, le lait, la crème, etc. Elle va nous aider aussi pour enrichir les aliments quand il y a justement malnutrition ou dénutrition, carence. Nous, on peut déjà conseiller les parents sur tout ce qui est produits gras, justement. Le bébé, il a besoin de gras. Donc, tout ce qui est beurre de cacahuètes, purée d'amandes, etc. Mais très vite, avoir recours à une diététicienne, c'est hyper important. On peut orienter dès qu'on a une suspicion de difficultés sensorielles. Donc nous, on a des outils à notre disposition, le questionnaire de Dunn, c'est bien d'avoir du matériel au cabinet pour très vite voir comment l'enfant, pendant le bilan, ou un petit peu plus tard, si on a un doute, en questionnant les parents, comment se passe le bain, le fait de marcher pieds nus, les vêtements, enfin tout ce qui est tactile, mais même auditif, visuel, etc., et vestibulaire.
et ben orienter vers une ergothérapeute un peu spécialisée dans ces difficultés-là. Il y a des kinés aussi maintenant qui se forment à ça et qui ont une approche qui peut être très intéressante, même si je mets en garde. Je trouve qu'il y a quand même encore, il y a des kinés qui travaillent pas comme nous et c'est important de le savoir. Ils ont une approche un peu plus, musculaire que nous, je dirais ça comme ça. Parfois un peu moins fonctionnelle, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à proposer des praxis et tout ça. Bon, pourquoi pas? Moi, je trouve que la praxis pour la praxis, c'est pas toujours passionnant et aidant. Et nous, notre regard très fonctionnel sur comment ça se passe vraiment avec les aliments et tout, je trouve que il est intéressant. Autre professionnel vers lequel il faut pas hésiter, à mon avis, à référer ou avec lequel c'est important de se mettre en contact, c'est le psychologue, bien sûr, qui va parfois énormément aider les parents à cheminer parce qu'il faut bien réaliser que souvent on reçoit des parents qui sont épuisés, qui sont perdus, qui savent plus comment faire, qui se retrouvent par exemple à proposer des écrans à table et tout parce qu'ils ont tout essayé, que rien ne fonctionne et que c'est tout ce qu'ils ont trouvé pour endormir un peu leur enfant à ce moment-là et que voilà, sinon ils sont hyper inquiets de la prise de poids. Et souvent, c'est des difficultés qui vont se pérenniser au moment du sommeil et tout ça, donc des familles qui vivent un enfer. Et là, la psychologue, elle peut nous aider aussi à les faire avancer sur le cadre à mettre à la maison. Qui j'oublie dans les professionnels auxquels on peut avoir... ça peut être l'école, ça peut être le personnel de cantine, ça peut être la crèche bien sûr, aller observer un repas en crèche c'est toujours hyper intéressant, la nounou, les grands-parents... oui, non, c'est hyper important de contacter toutes les personnes qui gravitent en fait autour de l'enfant. Ouais. Donc avant d'aborder l'impact de ces troubles sur la vie quotidienne, est-ce que vous pouvez nous partager un exemple d'un enfant que vous avez suivi et après nous présenter les étapes que vous avez mis en œuvre pour l'aider à progresser ? Alors oui, je pensais à 2 exemples. Le premier, c'était un petit bébé, une maman hyper inquiète qui, je vous la fais courte, mais voilà, elle n'arrivait pas du tout à mettre en place l'allaitement. À la maternité, on l'avait forcée plus ou moins à mettre en place des biberons de lait maternisé, ce qui l'avait complètement stressée parce que son souhait, son projet, c'était vraiment d'allaiter son bébé. Et donc, elle arrive dans mon cabinet complètement perdue, ne sachant plus... pesant son bébé tous les jours et ne sachant plus à quel moment proposer le sein, le biberon, persuadée qu'il fallait couper le frein de son enfant alors que la sage-femme à la maternité lui avait dit que non, ce qui n'est pas toujours le cas, parfois on leur dit que oui et donc voilà, finalement je n'ai vu que cette maman que 2 fois, mais vraiment, je n'ai fait que la rassurer et lui dire que c'était super tout ce qu'elle avait mis en place. Alors je dis la maman, mais c'est à chaque fois les 2 parents sont venus. C'était le moment du congé maternité, ils étaient épuisés tous les 2, le bébé pleurait énormément, c'était leur premier, il y avait plein de conseils maladroits, on va dire, donnés par la maman et la belle-mère. Et vraiment on les sentait complètement perdus sur la façon de faire, donc elle avait tout essayé, le bout de sein, le dalle, le biberon cuillère, elle avait changé 14 000 fois de tétine sur les biberons, rien n'y faisait, et en fait son allaitement, quand on la regardait, se passait très bien, mais elle décrivait des refus, un bébé qui s'énervait au sein, donc je l'avais appelée quasiment tous les jours pour être sûre, appeler ou SMS, vous voyez, pour être sûre que voilà, tout allait bien. Et bon, je dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais je trouve que c'est pas si rare que ça, des mamans qui ont besoin c'est ce que j'appelle plutôt du coaching, de quelqu'un qui est là un peu régulièrement à ce moment-là, mais encore une fois, ça n'a pas duré longtemps du tout. Et après, voilà, c'est un suivi qui a duré très peu de temps. Finalement, l'allaitement a pu se pérenniser et ça s'est très bien passé. Et moi, je me note dans mon agenda, aux 4 mois révolus de l'enfant, au moment de la diversification, de re-questionner les parents, comment ça se passe et tout, parce que c'est ça qu'on ne sait pas. Est-ce que finalement, ces petites difficultés à ce moment-là, elles étaient juste passagères ou est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça se pérennise ? Donc, c'est toujours intéressant de questionner les parents au moment de la diversification, comment ça se passe et tout, pour être sûr que tout va bien. Après, on va pas non plus les appeler tous les ans pour savoir comment ça va, mais ça peut faire partie de notre rôle que dire je suis là si jamais il y a un souci, n'hésitez pas à me rappeler. Et le deuxième exemple auquel je pensais, c'est une petite Léna, beaucoup plus grande, que j'ai reçue, elle avait 3 ans et demi, presque 4 ans.
Et alors, j'oublierai jamais Léna. Alors, ses deux parents sont restaurateurs. Donc, vraiment des parents très, plutôt gastronomes, qui avaient tendance à faire la cuisine, à apprécier une bonne alimentation. Ils avaient un grand, donc c'est pas du tout un manque de connaissances. Et leur grand, il n'y avait eu aucune difficulté. Mais pour Léna, parce que petite, à un moment, sur une cuillère de purée, il y avait eu peut-être un nauséeux un peu exacerbé, même pas une fausse route, ils s'étaient mis en stress et ils avaient arrêté de proposer tout morceau à ce moment-là. Et donc, on se retrouve avec une petite Léna de presque 4 ans qui, midi et soir, mange toujours la même chose, à savoir 2 petits pots 12 mois tomates, je ne sais plus quel goût, avec des petits morceaux de riz dedans complètement fondants. Donc, elle gobait et elle s'enfilait ça dans un bol. C'était d'un triste. Et Léna, alors souvent, ce que je dois dire, c'est que ces familles-là, je les vois pas du tout forcément toutes les semaines. On fait le bilan, parfois on se revoit très vite pour finir le bilan ou justement déterminer si oui ou non on va avoir besoin de se voir régulièrement. Et c'est très rare que je les vois toutes les semaines. Peut-être que je peux les voir tous les 15 jours, puis tous les mois. Et c'est aussi notre fonctionnement à l'hôpital. C'est très rare qu'on voit les parents très très régulièrement. Souvent on leur donne, on fixe nos objectifs ensemble, on leur donne des petits outils pour qu'ils puissent avancer à la maison et puis on les revoit à distance. Mais Léna, je la voyais toutes les semaines parce que je sentais que les parents étaient perdus et surtout hyper inquiets, hyper angoissés, ce qui les empêchait complètement d'avancer. Le papa de Léna, pour vous dire, il avait fait une formation premier secours en cas de fausse route de sa fille. Mais il était hyper stressé. Et la maman, alors restaurateur, ça veut aussi dire j'ai des horaires très compliqués, je suis pas forcément là pour les repas des enfants. Du coup, c'est la nounou qui gère ou la tata qui eux sont pas forcément partie prenante de faire avancer Léna sur sa diversification, sur sa variété d'aliments. Et Léna, elle était hyper chouette, adorable, aucun souci de langage oral, de comportement, au Romeo tout allait bien, elle se mouchait toute seule comme une grande avec la seringue, c'était vraiment, il n'y avait pas du tout de souci là-dessus. Mais très frileuse d'aller vers des nouveaux aliments, qui touchaient pas une chips, qui regardaient pas une carotte. Donc on a progressé sur plein de points différents. Et j'oublierai jamais Léna non plus parce que c'est l'exemple que je prends en cours. Je me souviens plus, c'était pour la carotte, je me souviens même plus. Je propose à la maman de proposer des petites récompenses à Léna quand elle a accepté de monter ses petites marches d'escalier et donc de lécher ou cacher la carotte dans la bouche, je sais plus où on en était. Mais je précise pas forcément quel type de récompense. Et elle revient la semaine suivante avec une énorme peluche licorne, je vous le montre, mais grande comme mes 2 bras étalés, en me disant c'est super, elle a léché la carotte. Super, mais bon là, si on en est là, demain pour croquer dans la pâte, ça va être la Ferrari, ça n'allait pas. La récompense n'était évidemment pas du tout adaptée. Mais donc voilà, pour vous dire que oui, j'ai dû les accompagner sur plein de... Et Léna, donc à l'hôpital, on organise aussi des groupes, vous voyez, des rencontres, des ateliers qui durent toute une matinée avec 4 ou 5 enfants. Normalement, ce ne sont que des enfants qu'on suit à l'hôpital. Pendant que nous, avec mes collègues, on fait différents ateliers avec les enfants, les parents sont à côté, c'est une salle, c'est vitré, on peut se voir, mais il y a quand même des portes qui sont fermées. Et eux, ils se prennent un petit café, ils échangent entre eux. Et à la fin, on se retrouve pour un déjeuner. Et donc là, la maman de Léna, donc exceptionnellement, mes collègues avaient accepté que Léna participe à un de ces ateliers à l'hôpital. Et la maman de Léna avait apporté ses 2 petits pots. Et ça a été un déclic pour elle. De voir que donc les enfants qu'on suit à l'hôpital, ils ont une gastrostomie, ils ont des pathologies lourdes, pour la plupart. Et donc là, Léna, elle se retrouvait, elle, sans pathologie aucune. Tout allait bien, encore une fois, par ailleurs. C'était la seule à pas manger de morceaux, à pas avoir cette appétence à aller vers d'autres aliments. Et la maman, gros déclic, la semaine suivante, elle a croqué dans une pizza, parce qu'en fait, les parents avaient proposé, avaient un peu stimulé plus fermement, on va dire. Et voilà, et après, c'est allé hyper vite. Donc pardon pour cet exemple un peu long, mais pour vous dire que parfois... Et Léna, je l'ai quand même suivi 3 ans et demi en tout. Ça a été très très long. Aujourd'hui, je referais pas pareil. Je pense que j'étais un peu bébé ortho des troubles alimentaires. Mais mais c'est des exemples qui font avancer aussi. Et qui, aujourd'hui, oui, je pense que je gérerais différemment. Mais voilà, c'est un exemple sans pathologie aucune. Et pourtant, de difficultés très très lourdes. Ouais. Merci pour ces exemples qui sont vraiment super intéressants.
Et donc justement, vous, est-ce que vous avez rencontré dans votre carrière des grandes difficultés parfois en plein milieu d'une prise en charge? Je sais plus comment faire, je sais plus quoi proposer. Est-ce que ça vous est arrivé? Oui, ça arrive. Oui, ça arrive. Et alors, c'est marrant, j'en parlais hier avec des collègues. Je ne sais pas pourquoi, notre cerveau a tendance à garder en tête le rendez-vous difficile de la journée et pas les 15 autres qui se sont bien passés. Ou alors c'est nous orthophonistes, on est comme ça à tout le temps se remettre en cause. Mais donc on passe une super journée, on a plein de patients, ça avance bien, c'est super, on sait qu'on a fait du bon boulot et tout ça. Et c'est vrai au cabinet comme en équipe à l'hôpital. Mais le patient compliqué qui avance pas bien, c'est lui qui nous tient éveillés la nuit, quoi. Ouais. Mais oui, bien sûr, ça arrive. Alors je trouve que c'est quand même... Donc ça peut être fréquent. Oui, quand il y a des troubles du comportement, je trouve. Et ça, il faut le savoir, hein, plus l'enfant est grand, plus ces ces comportements difficiles à table sont pérennisés, presque ritualisés, c'est-à-dire que le parent a mis en place des choses autour de ces difficultés-là, plus ça va être compliqué de s'en défaire. Donc je pense aux écrans, je pense aux repas qui durent 3 heures, aux crises à table. Ça veut dire que tout le monde arrive stressé à table. Ça veut dire que l'enfant, il n'a pas posé ses fesses sur la chaise, que hop, il a plus d'appétit tellement il est stressé. Le parent, il a beau proposer des choses, évidemment comme l'enfant le sent, ça va se finir avec le repas préféré de l'enfant et en fait il mange toujours la même chose. Donc oui, ces difficultés-là, moi je trouve que c'est ce qui met le plus à mal nos prises en charge. Il faut pas hésiter à le dire aux parents et à parfois dire désolé. Là, en fait, je n'y arrive pas. Et puis à dire aussi parfois, ça ne relève pas de l'orthophonie. Là, on est à un stade où il n'y a plus rien d'oromoteur, il n'y a plus rien de sensoriel. Ça reste typiquement comportemental. Moi, je ne sais plus comment vous accompagner parce que visiblement, les conseils que je vous donne, c'est compliqué pour vous de les mettre en place à la maison, ce que je peux très bien entendre. Donc, je vous propose qu'on fasse une pause ou que on se revoie dans quelques mois ou que vous fassiez appel à quelqu'un d'autre, pourquoi pas. On peut orienter vers des collègues, vers des confrères. Voilà, oui, ça il faut le faire. Il faut aussi penser à nous, c'est hyper important. Et je trouve bien sûr dans des pathologies plus lourdes, je pense là en ce moment j'ai un patient qui a une trisomie 21 au cabinet, on n'avance pas ou très peu, c'est vraiment très compliqué. Bon, il a une cardiopathie, enfin il y a d'autres choses qui sont compliquées dans sa vie. Mais voilà, et parfois il faut aussi se dire que c'est peut-être pas la priorité. Je pense à des patients qui ont un TSA. Dans l'autisme, on le sait très souvent, il y a des grosses difficultés sensorielles qui peuvent compliquer la variété alimentaire et l'accès à même une mastication efficace, etc. Peut-être que c'est pas la priorité, ou peut-être qu'il faut se faire aider, proposer aux parents de se faire aider par d'autres professionnels pour avancer avec leur enfant. Mais en tout cas, ne pas être seul, nous, dans notre prise en charge des troubles alimentaires. Non, ça arrive fréquemment. Alors, est-ce que c'est plus fréquent dans ces pathologies-là que dans un trouble du langage oral ou je sais pas, j'arriverai pas à dire si... Mais bien sûr, les questionnements et les doutes sont fréquents, oui. Donc ouais, c'est vrai que comme vous venez de le dire, l'implication des parents, elle est primordiale finalement dans le processus de guérison. Mais parfois on peut imaginer, c'est vrai que certains parents peuvent se sentir démunis face à leur enfant qui ne mange pas. Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils et finalement quelles sont les bonnes pratiques à adopter au quotidien ? Alors oui, ce qui se passe souvent, c'est qu'on est tellement débordé en ce moment, et c'est vrai à l'hôpital comme en cabinet, que on a les parents au téléphone et on va pouvoir les voir que 3 mois, 6 mois plus tard. Donc moi je trouve que ça vaut le coup de prendre 10 minutes de plus au téléphone. Donc premier conseil, on force pas. Jamais, et ça c'est hyper facile à dire, mais pour certaines mamans notamment, hyper difficile à mettre en place parce qu'elles ont ce stress de l'enfant qui grossit pas. Et en fait, c'est pas juste il grossit pas, je sais pas comment, c'est pas évident à expliquer en 2 minutes, mais on sent bien, moi je l'ai ressenti en tant que maman, on a l'impression que notre rôle nourricier de mère passe par le fait que notre enfant doit bien manger et que sinon on n'est pas une bonne maman, on s'occupe pas bien de notre enfant. Et du coup, c'est pas que rationnel.
c'est pas que mais madame, arrêtez de lui boucher le nez pour lui mettre la cuillère dans la bouche. J'exagère, hein, c'est pas du tout le temps comme ça, évidemment. Ça peut être beaucoup plus insidieux, ce qu'on appelle le forçage. Mais tout simplement, la dernière cuillère qu'on veut rajouter, le repas qui dure 1h30, ça, c'est des formes de forçage, finalement. De pas écouter son enfant et de ne pas lui faire confiance. Et on le sait maintenant, tous ces enfants à qui on a suggéré de manger un peu plus, de goûter ci de manière un peu forcée, justement, ça fait des adultes qui savent pas s'écouter au niveau alimentaire et qui peuvent développer des troubles alimentaires après adultes qui sont bien plus graves que... C'est vrai que je l'ai pas dit, pardon, au départ dans le... Ce qui est très intéressant dans l'article de Godet, c'est qu'il différencie bien ce qu'on appelle donc trouble alimentaire pédiatrique d'un trouble du comportement alimentaire qui relève plus de problèmes, on va dire, psychiatriques, type boulimie, anorexie, etc. Ça, c'est hyper intéressant. Et donc, nous, c'est ce qu'on va avoir en tête quand on reçoit des enfants plus grands, c'est d'éviter ces écueils d'ados ou de jeunes adolescentes, souvent que ce sont des filles, qui vont développer des troubles alimentaires bien plus graves que ce qu'on peut imaginer petit. Donc oui, je dirais que c'est vraiment ça, ne pas forcer, en essayant au maximum de rassurer les parents. Alors, moi, je dis jamais cette phrase que beaucoup de pédiatres peuvent dire, enfin pédiatres ou qu'on peut entendre autour de nous, un enfant ne se laisse jamais mourir de faim. Parce que, sans parler de se laisser mourir de faim, il y a quand même des pathologies, des complications digestives, par exemple, qui peuvent faire que c'est tellement compliqué pour un enfant de manger que, bien sûr, ça, voilà, il va pas se nourrir correctement ou suffisamment pour pouvoir grandir et grossir. Donc, il va falloir qu'on l'aide. Et le deuxième conseil que j'hésite pas à donner aux parents, c'est d'enrichir. Quand il y a justement cette difficulté de prise de poids ou qui va stresser les parents, eh ben allez-y, la petite cuillère de beurre de cacahuète, purée d'amande et pourquoi pas Nutella, peu importe, le matin pour aider l'enfant, passer à des yaourts au lait entier, ça paraît idiot, hein, mais on va pas donner du skyr aux enfants, on va y aller sur le Gervita, la perle de lait, le yaourt grec, on va rajouter même dans les petits pots, dans la compote, une cuillère d'huile, de crème, du beurre dans les pâtes, enfin voilà, tout ça, faut pas hésiter, ça paraît rien, mais ça va nous aider. Surtout sur ces profils un peu petits mangeurs, ces enfants qui picorent à table et qui mangent peu, on veut que les petites quantités qu'ils prennent leur bénéficient le plus possible. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil comme ça avant de les voir ? D'essayer, tant que faire se peut, de retrouver au repas une ambiance sereine, enjouée. C'est compliqué, hein. Les parents, ils ont leur journée de travail dans les pattes, ils sont fatigués. Parfois, ils arrivent au repas, ils ont la boule au ventre parce que ça se passe pas toujours bien. Ils crient, ils s'énervent. Voilà, il peut y avoir des crises. Mais d'essayer de refaire baisser la pression. Parfois, ça peut être la maman qui passe le relais au papa ou les parents qui passent le relais à la nounou, à la grand-mère. Le temps que ça se décante un peu et que l'enfant arrive à table un peu plus serein et que voilà, on retrouve une dynamique un peu positive et de bien sûr leur suggérer, une fois qu'il y a une ambiance de repas plus sereine, souvent ça passe par des repas qui sont pris tous ensemble, tout simplement, au cours duquel on va se raconter notre journée sans forcément sortir 40 livres, 10 000 jouets et 40 dessins animés, on n'est pas du tout obligé de faire ça. Et à ce moment-là, de dire aux parents, ce que vous mangez, ce que vous avez dans votre assiette, vous le proposez à l'enfant, dans un petit bol, un petit ramequin à côté. Peut-être la première étape, on pense à notre petit escalier, ça va être qu'il accepte de regarder, et puis il va pouvoir sentir et toucher, et puis vous le félicitez à chaque étape. Une fois qu'il a touché, fait un bisou, léché, croqué, caché dans la bouche, on lui donne le droit de cracher, voilà. Des petits conseils comme ça pour qu'il commence à avancer un peu, le temps d'attendre le bilan et que nous, on avance aussi avec eux. Ouais. Et vous nous avez parlé du forçage, mais finalement, quelle est la bonne attitude à avoir ? Parce que c'est vrai que c'est compliqué des fois à savoir est-ce qu'il a vraiment plus faim ou est-ce que c'est parce qu'il aime pas ? Ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On le force pas, mais est-ce qu'on lui propose autre chose ? Ou est-ce que finalement, s'il aime pas la compote, on lui donne pas une dernière cuillère, on l'enlève ? Ouais, non, c'est hyper difficile. Et moi, je le dis aux parents, c'est hyper difficile. On est sur un fil. Entre eux, je ne force pas, mais je stimule. Parce que, évidemment, le message ne pas forcer, faut pas qu'il soit bien compris dans le sens, je ne lui donne que ce qu'il aime. Notre rôle de parent, c'est quand même de stimuler, de proposer des choses variées,
accompagner le plus possible. Et on le sait, pour la majorité des enfants, il faut présenter 10 fois, 15 fois. Et pour les enfants qui ont des troubles alimentaires, probablement beaucoup plus, un même aliment pour qu'ils finissent par être appréciés. Et là, j'en viens à un point, moi je le dis aux parents, souvent, eux, ils ont une plainte. Eux, ils trouvent que l'alimentation de l'enfant, elle n'est pas correcte, soit parce que, voilà, soit au niveau quantitatif, soit au niveau variété alimentaire, on va dire. Mais l'enfant, très souvent, il n'a aucune plainte. Lui, c'est hôtel 5 étoiles. Lui, il a 2 ans, il est à 8 biberons par jour, ça ne lui pose aucun problème. Et c'est ça le plus difficile, c'est que notre travail, c'est de le sortir de cette zone de confort qu'il a mise en place pour l'amener petit à petit vers une alimentation de grand, la plus diversifiée possible et la plus nourrissante possible au niveau quantitatif. Donc c'est voilà, pour les parents parfois c'est un combat, c'est-à-dire que évidemment leur enfant, alors que c'est vrai que c'est pas évident, de manière complètement naturelle on se dirait mais on veut tous, on a faim, on mange, on fait tout ce qui est bon pour nous. En fait, non. Quand on y réfléchit bien, on fait pas tout ce qui est bon pour nous. Moi, là, ma gynéco, elle m'a conseillé de faire du sport tous les jours. Eh ben non, je le fais pas. Elle m'a conseillé d'arrêter de manger, de prendre des apéros. Je le fais pas. On fait pas toujours ce qui est bon pour nous, c'est pas vrai. Et c'est dans l'alimentation, c'est le cas aussi. Et l'enfant, non, probablement que lui, ça le gêne pas de se nourrir de chips et de bonbons. Bon, j'exagère, c'est pas forcément dans ces extrêmes-là. Mais nous, ce qui nous paraît bon pour la santé, en plus, nous-mêmes adultes, on a plein d'injonctions sur cette espèce de 5 fruits et légumes par jour et tout, qu'on a tous en tête et qui finalement pour la croissance de l'enfant est pas forcément le premier discours à véhiculer auprès des parents. Encore une fois, l'enfant, il a besoin de gras. Donc oui, non, c'est pas évident de faire passer des messages et d'expliquer aux parents, par exemple, cette histoire de dernière cuillère. Est-ce que j'y vais pas? Eh ben, je trouve que c'est au cas par cas. Et à ce moment-là, moi, je dis aux parents, écoutez-vous. Si vous sentez que oui, vous pouvez y aller et que là, alors, on va pas trop parler de caprice ni rien, c'est toujours un peu compliqué. Bien sûr, parfois c'est ça, on est d'accord. Mais nous, on est aussi là pour les accompagner, pour que à la fois ils écoutent leur enfant et à la fois ils s'écoutent eux. Donc là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez que la dernière cuillère, il faut y aller ou pas? Et en fonction de leur ressenti et de ce que vous ressentez aussi, eh ben allez-y, allons-y. Et moi, je le dis au cabinet, parfois je me plante. Et je me souviendrai toujours d'une dernière cuillère de petits pois, bim, il a vomi sur mon tapis. Eh ben ouais, non, mais ça arrive. Vous voyez, je m'en souviens encore. Donc évidemment, on se trompe, le parent aussi se trompe, c'est pas grave. On y retourne, c'est ça aussi être parent, c'est ça aussi être orthophoniste. On apprend de nos erreurs et on avance ensemble. Et comment faire face à un enfant qui veut manger à n'importe quelle heure ou qui veut manger quelque chose alors que c'est pas du tout le moment, du chocolat ou un dessert avant d'avoir mangé, ou du fromage à 10h du matin comment faire, on veut qu'il mange, mais en même temps, il aime que des choses qui sont pas forcément hyper équilibrées. C'est disproportionné niveau horaire. Comment on réagit face à ça? Alors, moi, je trouve que y a des choses non négociables. Et garder le cadre du repas, pour moi, c'est pas négociable. Après, par exemple, sur les idées que nous, adultes, on a en tête du 3 repas par jour, il n'est pas forcément adapté à l'enfant. Par exemple, je reprends cet exemple du petit mangeur, ça peut être intéressant pour lui d'avoir une collation le matin et un goûter. Souvent, l'enfant a un goûter l'après-midi. Au contraire, ça peut être tout à fait intéressant de fractionner un peu les prises alimentaires. Si les quantités sont réduites à chaque fois, pourquoi pas? Mais on n'est pas en train de laisser à disposition la nourriture tout le temps, de ne donner aucun cadre et toujours de ne proposer à l'enfant que le même aliment qu'il apprécie. Notre rôle, c'est on met l'enfant à table, je vous dis ça, probablement qu'il y a des exceptions. Je pense là à un enfant que j'ai vu qui a une mucoviscidose. Il est tellement sur le fil, c'est tellement compliqué. En vrai, s'il grignote son petit bout de fromage en dehors du regard de son parent parce qu'il l'a laissé comme ça sur un coin de table un peu... il l'a fait sciemment. On est probablement ravis qu'il mette son petit bout de fromage dans la bouche. Mais qu'en cas de pathologie. Exactement, ou... je dirais que ça reste très exceptionnel et pour nous, c'est très transitoire et c'est pour aussi montrer à l'enfant qu'il en est capable et lui dire, dis donc,
c'est génial, tu viens de manger un bout de fromage, tu y arrives, mais viens, on va se mettre à table, on va refaire ce petit jeu ensemble et tout ça. Dès qu'on peut remettre un cadre sur on se met à table, on reste pas à table 3 heures, justement, on le sait, maximum une demi-heure pour un enfant, c'est déjà super. Et voir avec les parents comment dans cette demi-heure on peut faire en sorte que ça soit le plus efficace possible tout en restant serein. Mais oui, pour moi, mettre le cadre, c'est hyper important. Après, sur ces aliments diététiques ou non, là, il faut qu'on élargisse nos œillères de nous, notre alimentation adulte. Moi, l'enfant qui mange aucun morceau et qui commence par la chips, en fait, je suis ravie. C'est très bien. C'est pareil, c'est l'occasion de le féliciter, de lui montrer qu'il y arrive, de lui donner confiance en lui sur le fait qu'il peut mâcher, croquer. Tiens, t'entends, ça fait du bruit sur tes dents. Waouh, tu l'as bien mis au fond, bravo. Dis donc, ta langue, elle a bien travaillé et tout ça. C'est super. Évidemment, on va pas rester que sur la chips. Très vite. Et s'il veut pas aller directement sur le tronçon de carottes fondantes, eh ben, on va acheter des chips de légumes, ou on va faire des beignets de chips, enfin, j'en sais, de carottes, pourquoi pas. Mais voilà. Commencer par à l'hôpital, nous on en rigole toujours. Notre placard, il est rempli de tucs, curly et compagnie. Bah oui, et c'est pas grave. On peut commencer par ça. Mais c'est vrai qu'il y a plein de parents sans être forcément orthorexiques, pour qui ça va être un peu compliqué. Ils sont très bio, ils mangent justement, ils ont fait très attention jusqu'à présent de pas donner de sucre, de sel et tout ça, ce qui est super, hein, ce qu'il faut faire. Mais il y a un moment, voilà, on peut tout à fait s'éloigner un petit peu, le temps pour revenir vers des choses plus sensées. Et pour permettre du coup aux parents de savoir quoi faire, à partir de quand ils doivent consulter un orthophoniste ? Alors, moi je dirais dès qu'ils sont inquiets, dès que le pédiatre est inquiet, avec parfois, on en a parlé, des inquiétudes qui sont pas toujours fondées, mais en fait, on sait jamais. Donc, ça fait partie de notre rôle que d'estimer, nous, est-ce qu'il y a une inquiétude ou pas, est-ce qu'il y a un suivi à mettre en place. Donc, ça peut être dès les premiers jours de vie du bébé, si vraiment il y a difficulté de succion, et dans le cas de certains syndromes, on le sait, ça va être très compliqué. Après, il y a des âges, c'est-à-dire que oui, la diversification, donc il y a des parents qui commencent très tard à diversifier. La règle, c'est 4 mois révolus. Alors avec, donc au début, ce mouvement de langue très antéro-postérieur qui est tout à fait normal, mais s'il perdure 6 mois, c'est pas normal. Donc un bébé de 10-12 mois qui a pas réussi du tout à passer au solide, oui, il faut vraiment aller consulter. C'est-à-dire que quand il vous appelle, il faut bien sûr le prendre en bilan. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme étape ? Le passage au morceau. En fait, c'est la diminution de l'alimentation lactée versus l'augmentation du solide. Et puis, plus grand, ça va être la variété alimentaire. Oui, si le parent voit que son enfant se restreint dans son panel alimentaire de plus en plus, alors qu'en théorie, il est censé s'ouvrir de plus en plus, je mets un bémol bien sûr sur cette période qui est tout à fait normale dans le développement de l'alimentation, la néophobie, où l'enfant va refuser des aliments qu'il aimait pourtant bien, va se montrer très réticent, voire peureux, voire phobique pour goûter des nouveaux aliments. Ça, c'est normal. Il faut aussi rassurer les parents là-dessus. Parfois, au téléphone, ça suffit. Moi, ça m'arrive de dire, écoutez, rappelez-moi dans 6 mois si jamais le problème perdure, vous voyez. Mais bon, souvent les pédiatres ou les médecins qui voient l'enfant ou l'ORL peuvent aussi nous adresser les enfants si eux ils sont inquiets. D'accord, merci. Et on sait que parfois ça met beaucoup de temps avant de trouver un orthophoniste. Où est-ce que les parents peuvent se renseigner ou trouver plus d'informations en attendant justement d'avoir un rendez-vous ? Alors, il y a le site Allo Ortho qui est super, qui donne plein de conseils avec des cas très pratiques et souvent super adaptés, enfin des conseils très adaptés. Il y a le site Manger Bouger que je trouve bien fait, avec des petits... des brochures, on va dire, mais qui restent, donc qui sont vraiment sur l'alimentation de l'enfant, avec c'est classé chronologiquement, des conseils très riches, mais ça n'est pas que l'alimentation. Il donne des conseils sur cuisiner avec son enfant, aller au marché, faire les courses avec lui, pas hésiter à l'associer à la manipulation des aliments. Il donne des conseils sur l'hygiène dentaire, peut-être pas sur le mouchage, je sais plus, mais sur tout ce qui est justement gestion des écrans à table. Il y a des petits... Non, c'est très riche sur manger, bouger. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire les parents ?
pas hésiter, vous voyez, si l'enfant est en crèche, à demander l'aide de la psychologue de la crèche ou de la référente de la crèche. Voilà, d'autres professionnels qui gravitent autour de l'enfant avant de pouvoir nous rencontrer. Ouais, ça peut être ça, je réfléchis. Oui, et puis en fait, nous, prendre le temps au téléphone de les conseiller en fonction de ce qu'ils nous disent. Ouais. Et pour résumer, quels sont les messages clés qu'on doit retenir et que vous voulez faire passer à nos auditeurs ? Moi je dirais, vous orthophonistes, lancez-vous. C'est des prises en charge qui sont passionnantes et on manque d'orthophonistes vraiment pour ces difficultés, je trouve. Et après, non, message clé, je trouve que de plus en plus, on a plein de collègues qui développent des outils pour nous aider. Il y a des plateformes qui existent. Il y a Eva Food là, qui vient de sortir. Il y a Eco-Ortho, pardon, qui est super bien faite. Il y a des livres qui sont hyper intéressants. Il y a un rééducation orthophonique là, qui est sorti sur les difficultés alimentaires. Je ne sais plus comment il s'appelle, du nourrisson et du jeune enfant. Il y a plein de formations, après en formation continue, qui sont hyper riches. Qu'est-ce que j'oublie ? Il y a des blogs, des comptes Facebook avec des orthos qui publient plein de choses, d'ateliers avec des enfants. Voilà, il y a plein de... Je trouve que ce sont des prises en charge sur lesquelles on peut facilement se faire épauler. Il y a une communauté aussi qui existe, qui s'appelle Happy Ortho, qui est faite par nos collègues Audrey Lecouffle et Emeline Le Sec. Voilà, c'est un système d'abonnement où on peut se faire coacher, on va dire, suivre quand on a des difficultés, ce qui arrive forcément sur ce type de prise en charge. Voilà, et puis faisons-nous confiance aussi, tout simplement, dans ces prises en charge comme dans les autres. Et est-ce que vous avez un dernier conseil ou un dernier mot d'encouragement pour les familles touchées par ces troubles ? Je dirais courage. Non, mais c'est vrai que les parents, on leur dit à la fois ne forcez pas, mais ne lâchez pas non plus. Voilà, c'est contraignant, on le sait, c'est pluriquotidien, mais il ne faut pas lâcher. Quand vous sentez que vous craquez, faites appel à d'autres personnes de votre entourage pour vous aider à tenir bon. Ouais. Donc on arrive à la fin de notre épisode. Merci beaucoup Madame Sauzet pour cet échange et merci d'avoir donné de votre temps pour répondre à toutes nos questions. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir pour ce premier épisode. Merci à vous. Merci à vous pour votre accueil et puis au plaisir. Merci beaucoup aussi à nos auditeurs de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à vous abonner à ce compte pour ne pas manquer le prochain épisode et également à notre compte Instagram APO Paris pour être informé de tous nos projets. À bientôt pour un nouvel épisode de l'APO au micro.